Des centaines de tonnes d'acier allemand labourent la tourbe humide. Une avalanche de métal gris progresse avec assurance vers l'est. Face à elle, un silence de mort. Un unique colosse de fabrication soviétique barre l'étroite chaussée de rondins. Le char Klim Voroshilov attend. Août 1941. Le secteur de Leningrad craque, se fissure sous les assauts incessants. Le front est percé. Une colonne allemande avance en formation de marche. L'ennemi est convaincu de son impunité. La reconnaissance a signalé des routes désertes. La bévue des services de renseignement allemands signera l'arrêt de mort de dizaines d'hommes. Devant eux se dresse un piège fatal. La piste étroite est prise en étau par la nature. À droite, croupit un marais profond. À gauche, s'étend un bourbier infranchissable. Toute manœuvre est exclue. Faire demi-tour, impossible. Le chef de char soviétique le sait parfaitement. Il observe à travers l'étroite fente du triplex. L'épaisse lentille déforme la lueur blafarde du matin. À l'intérieur de la carcasse blindée règne la pénombre. L'air est épais, saturé. S'en dégage une odeur d'huile chaude, de résidus de poudre âcre des combats passés et de sueur humaine acide. La radio émet un claquement sec. Les parasites agressent les tympans. À travers les crépitements de l'éther, perce la voix déformée d'un officier d'état-major. « Ruby, la colonne a franchi le carré 7. Arrêtez-les à tout prix. Reçu, j'exécute. » Le chef de char relâche le commutateur. Le dialogue est clos. L'ordre est sans appel. Sous la structure d'acier de plusieurs dizaines de tonnes, la terre vibre légèrement. Le grondement lointain de l'artillerie lourde frappe l'ouïe. 47 tonnes d'acier entrent en résonance, encaissant l'onde de choc. Le métal bourdonne. Le chef de char évalue la situation. L'arithmétique du combat à venir est impitoyable. Un seul canon, 5 hommes d'équipage. Face à eux, l'avant-garde mécanisée de l'adversaire. Des dizaines de blindés. Des centaines de soldats aguerris. L'esprit du chef de char travaille avec une froide célérité. Il évacue toute émotion. La peur paralyse et tue. Il ne reste que le calcul pur. Si ce verrou saute, l'avalanche d'acier déferlera sur l'espace opérationnel. Il n'y a aucune réserve à l'arrière. La route vers la ville sera grande ouverte. Le prix de leur vie se mesure au temps gagné. Chaque minute arrachée vaut la vie des fantassins en retrait. Le rythme des vibrations du plancher change. Le pilote mécanicien crispe ses mains sur les leviers de direction jusqu'à la douleur. Ses articulations blanchissent. Le moteur tourne au ralenti. L'échappement bleuâtre trahit leur position camouflée. Le chef de char frappe l'épaule du pilote d'un coup de botte lourde. Coupe! Le rugissement du diesel s'interrompt net. Un silence écrasant, artificiel s'installe. La forêt se fige. Dans ce vide, émerge distinctement un nouveau son. Le cliquetis des chenilles, le grincement des galets de roulement, le craquement du bois qui cède. Le bruit enfle. L'ennemi approche. La distance se réduit à vue d'œil. Le tireur plaque son visage contre l'œilleton en caoutchouc du viseur. L'optique s'embue sous sa respiration saccadée. Il essuie l'humidité avec la serge rêche de sa manche. Ses doigts serrent à mort les volants de pointage. Le métal glace sa peau. Le chargeur se tient prêt des casiers à munitions. Un obus complet repose déjà dans la culasse. Le bloc est verrouillé. Le perforant attend sa cible. L'équipage fait corps avec la machine. Les hommes deviennent les rouages du canon, les moteurs vivants de la tourelle. Un choc sec
résonnent contre le glacis frontal. L'équipage tressaille à l'unisson. Les muscles se contractent dans l'attente de l'explosion. Silence. Une branche de pin sèche s'est détachée de la cime pour heurter le métal. Les nerfs sont à vif. L'attente épuise, dévore les ressources internes. Le mental vacille sous la pression monstrueuse de l'inéluctable. Chaque minute dans cette boîte étroite dure des heures. Le temps s'épaissit. Le chef de char prend une profonde inspiration pour réguler son pouls. La panique tue avant le premier coup de feu. Il balaie ses hommes du regard. Personne ne détourne les yeux. Tous ont compris la mission. Il n'y a pas de place pour l'illusion. Ce char lourd soviétique a été conçu pour briser les fortifications. Les ingénieurs lui ont insufflé une robustesse hors du commun. L'épaisseur de son blindage le rend invulnérable aux canons standards de l'ennemi. Mais en cet instant, la machine est devenue une enclume, un bouclier solitaire sur le chemin de l'offensive. Le vacarme des moteurs étrangers s'intensifie, se transformant en une pression physique. La vibration remonte du sol tourbeux jusqu'au galet, frappant le plancher. La poussière s'élève au-dessus de la cime des pins. Un voile gris rampe sur la route. Les premières silhouettes sombres émergent de la brume matinale. Des tourelles anguleuses, des tubes courts. L'ennemi avance en formation serrée. La distance entre les véhicules est minimale. Les Allemands sont pressés. Ils ne s'attendent à aucun choc frontal. Le chef de char verrouille le véhicule de tête dans son réticule. Ses doigts se posent sur la détente. La distance chute. 800 mètres, 700, 600. Le canon est à portée. Le chef de char patiente. Il laisse la colonne s'enfoncer profondément dans la nasse, s'engager sur le tronçon le plus étroit. Le tireur ne tient plus sous la tension. « Cible dans le viseur !»« Attends !» La voix est sèche. 500 mètres, 400. Le pilote du char de tête allemand ouvre sa trappe de vision, exposant son visage au vent. 300 mètres. Le piège est prêt à se refermer. À droite, la boue visqueuse. À gauche, l'eau stagnante. Se déployer est physiquement impossible. Si le véhicule de tête s'arrête, toute la colonne se fige. Le sac à feu est formé. Le chef de char serre les mâchoires à s'en briser les dents. L'arithmétique de la mort exige une précision absolue. Un seul point d'appui face à des dizaines de cibles. L'erreur est inadmissible. Un raté donnerait à l'ennemi une chance de manœuvrer. Le premier tir décidera de l'issue du combat. Il donnera le ton au carnage. L'obus doit percer le blindage frontal, provoquer la détonation des munitions et stopper net la progression. À l'intérieur du char, la température monte. La respiration de l'équipage réchauffe l'air confiné. Le chargeur garde les mains près de la culasse, prêt à éjecter la douille brûlante pour engager aussitôt. Le verrou lourd du canon brille de sa graisse de stockage. La carcasse métallique attend le recul brutal. La tension martyrise les nerfs. La pression dans les tempes pulse au rythme des moteurs ennemis. Le regard du chef de char est rivé au carré de blindage gris dans l'optique. Son doigt rattrape le point dur de la détente. L'embuscade est un ressort d'acier comprimé. 250 mètres. Le point de non-retour est franchi. L'ennemi est entré dans la zone de destruction garantie. Un spasme musculaire. L'ordre jaillit. Le silence avant le premier choc pèse plus lourd que le plomb. Camoufler 47 tonnes de métal est une gageure. Dissimuler les arêtes tranchantes d'une tourelle
parmi les lignes douces de la forêt, est presque impossible. L'équipage s'y est employé en silence. Les pelles ont entamé la tourbe sèche dans un craquement. Le sol résiste. Les racines des pins centenaires malmènent les lames émoussées. La sueur inonde les yeux, brûle la peau. Les vareuses de coton s'assombrissent, collant au dos. Les tankistes ont méthodiquement recouvert de terre les chenilles d'acier brillant. Ils ont tranché de lourdes branches de sapin, la résine collante souillant leurs mains. Les aiguilles vertes s'étalent en couches denses sur le blindage chauffé par le soleil. La silhouette du char lourd se brise, se déforme, se fond dans l'ombre épaisse du sous-bois. La réponse technique à une équation impossible est trouvée. Le monstre d'acier s'est dissous dans la profondeur de la forêt. L'équipage a pris ses postes. Les écoutilles lourdes se sont refermées dans un fracas métallique. Les verrous ont grincé, isolant définitivement les hommes du monde extérieur. L'attente a commencé. Les heures s'étirent en une éternité visqueuse. À l'intérieur de la capsule blindée, l'air manque. Il n'y a qu'un mélange épais de vapeur de gasoil, de graisse solidole et d'haleine chaude. 5 hommes partagent un volume minuscule, emmuré dans une boîte de fer. Les genoux butent contre les casiers à munitions. Les dos frottent contre le métal froid. La température grimpe inexorablement. L'asphyxie pèse sur les poumons comme une presse. Respirer devient un effort court, saccadé, superficiel. Le silence agresse les tympans. Dans la forêt, pas un souffle de vent. Les oiseaux se taisent. Ce vide strident pèse sur le psychisme plus lourdement que le fracas de l'artillerie. Un bombardement est une menace tangible qui dicte des actions simples. Le silence de la forêt, lui, rend fou. Il laisse l'homme seul face à ses propres démons. Les battements du cœur résonnent sourdement dans les tempes. Le sang pulse bruyamment dans les oreilles. Le cerveau projette malgré lui les images de la mort imminente. Le blindage frontal affiche 75 mm, mais l'illusion d'une sécurité absolue est trompeuse. Les tankistes connaissent la vérité. L'acier laminé protège des obus, pas de la peur animale. La mort trouvera son chemin par les fentes de vision ou les orifices de ventilation. Le blindage n'offre qu'un sursis. 5 individus cessent d'exister. L'organisme vivant s'amalgame à la mécanique sans âme. Le chef de char devient les yeux du colosse, le tireur, son système nerveux. Le pilote mécanicien se transforme en muscle d'acier et le chargeur en un cœur battant, propulsant les obus dans les veines du canon. Les mécanismes imposent leur rythme. Les corps s'adaptent à la géométrie onduleuse de la machine. L'angle du dos, le pivot de la tête, la prise ferme des poignets. Les mots sont devenus inutiles. La télépathie de combat opère. Le chef de char modifie à peine l'inclinaison de son épaule et le tireur corrige instantanément son secteur. Le chargeur pose sa paume calleuse sur la culasse, contrôlant le métal froid de la munition. Un mouvement fugace remplace des dizaines de cris. Ils se lisent à la fréquence de leur respiration, à la tension des veines sur leur cou. Soudain, un craquement. Sec, sonore. Une branche morte se brise sous un poids lourd à l'extérieur. Le son frappe les nerfs comme un coup de fouet. Le silence est déchiré. Le corps du tireur réagit avant la pensée. L'instinct devance la raison. Les muscles de son dos se contractent brutalement. Son visage s'écrase contre l'œilleton rigide du viseur télescopique. Ses doigts se crispent sur les volants striés.
L'œil droit est brûlé par la lumière de l'optique, le gauche plissé jusqu'à la douleur. Le chargeur bascule son poids sur sa jambe avant, sa main figée à 1 millimètre du berceau. Une seconde s'étire. 2. 3. L'optique ne montre qu'une forêt vide. Aucun mouvement. Seule la poussière grise tourbillonne dans les rayons obliques du soleil. La tension retombe, laissant une sueur froide couler le long de l'échine. Fausse alerte. La forêt vit sa vie. Mais le piège est armé, le ressort bandé à rompre. La machine est figée dans une embuscade idéale. La géométrie du piège est calculée au millimètre. À droite, un bourbier infranchissable, à gauche, une forêt marécageuse. Le ruban étroit de la route s'allonge droit devant le canon. Le secteur de tir est parfaitement dégagé. La trajectoire du perforant ne rencontrera aucun obstacle. C'est une pure mathématique de la destruction. Le char est positionné sous un angle optimal, prêt à encaisser les chocs avec une probabilité maximale de ricochet. Les ingénieurs ont passé des mois à calculer ces inclinaisons de blindage. L'équipage les utilise pour survivre. L'exiguïté martyrise les articulations. Les muscles s'engourdissent sous l'immobilité forcée. Changer de posture est proscrit. Le moindre son trahirait leur position. Le choc d'une botte cloutée contre le plancher strié porterait à des dizaines de mètres, la carcasse métallique agissant comme un résonateur géant. Les hommes serrent les dents et endurent. La douleur dans les jambes devient une compagne familière, reléguée au second plan. Seule compte l'étroite fente du triplex. Le monde se résume à ce morceau de route poussiéreuse où la mort va bientôt s'engager. Le chef de char ne quitte pas l'appareil d'observation. De l'eau! Le radiomitrailleur tend silencieusement une gourde cabossée. Les doigts du chef de char saisissent l'aluminium froid. Il prend une courte gorgée, humecte sa gorge desséchée. L'eau a un goût de fer rouillé et de vieux caoutchouc. Il rend la gourde. Les mouvements sont d'une économie extrême, précis. Les gestes superflus sont abolis. L'énergie est thésaurisée pour l'assaut final. Le soleil monte inexorablement. Les rayons frappent le blindage et le métal commence à restituer la chaleur vers l'intérieur. La capsule se transforme en fournaise. L'air s'épaissit encore. De grosses gouttes de sueur s'accumulent sur les sourcils du tireur. Il ne les essuie pas. Ses mains sont occupées. Le sel lui brûle l'œil. Il cligne fréquemment pour chasser l'humidité. Le viseur doit rester net. L'optique ne pardonne rien. Une lentille trouble, c'est un raté certain. Et un raté, c'est la mort. Le prix de l'erreur se mesure à la vie de 5 hommes. Le cœur d'acier de la machine s'est tu. 12 cylindres attendent l'ordre. 47 tonnes sont figées. La corde est tendue. La brume matinale se déchire en lambeaux gris. De la dépression humide sortent des boîtes d'acier anguleuses. L'avant-garde de la Wehrmacht avance avec une arrogance aveugle, sans reconnaissance préalable. Les moteurs à essence survoltés rugissent, emplissant la forêt d'un bourdonnement grave. Les larges chenilles broient les rondins de la chaussée dans un cliquetis régulier. Sur les tourelles gris foncé, les croix blanches se détachent nettement. L'ennemi progresse en colonne monolithique. La distance entre les engins est criminellement courte. Les tankistes allemands se croient maîtres de cette terre. Les trappes des tourelles de commandement sont négligemment ouvertes. Des officiers en uniforme noir scrutent la forêt vide avec des jumelles de précision. Ils n'attendent aucun choc. L'élan offensif les aveugle. La bévue du renseignement tactique sera bientôt payée par le sang.
La route est un mince ruban de bois jeté sur un marais putride. Sous les rondins vermoulus, clapote une tourbière sans fond. À droite, noircit une eau morte, recouverte d'une épaisse couche de lentilles d'eau. À gauche, s'étend un bourbier visqueux où pourrissent des troncs renversés. La mécanique de l'embuscade est primitive, cruelle et parfaite. L'adversaire s'est lui-même enfermé dans un couloir. Un pas de côté signifie la perte inévitable du matériel. Un engin de plusieurs tonnes s'enfoncerait dans la vase fétide jusqu'à la tourelle. Toute manœuvre est exclue, tout demi-tour techniquement impossible. La colonne ne peut avancer que dans une seule direction, droit dans le réticule du viseur soviétique. À l'intérieur du char lourd, le temps s'arrête. L'air est si dense qu'on pourrait le trancher. Le tireur retient son souffle. Son œil a fusionné avec l'oculaire. L'échelle du télémètre rampe lentement sur la silhouette du char de tête. 300 mètres, 250, 200. Le cœur cogne contre les côtes avec une telle force qu'une douleur sourde résonne dans les tempes. La main du chargeur est une poigne de fer sur la poignée de la culasse. Le métal glisse sous la sueur collante. Les mers sont tendues au-delà du supportable. Le silence dans le compartiment de combat pèse plus lourd que le blindage. Chaque seconde d'attente consume le psychisme. Le chef de char observe sans ciller à travers le triplex. Il calcule la vitesse, évalue l'angle du blindage adverse. Il attend l'instant crucial. S'il frappe trop tôt, la colonne pourra reculer. S'il tarde, le véhicule de tête franchira la zone de destruction. Le piège doit se refermer définitivement. « Perforant !» La voix du chef de char est sourde, dénuée d'émotion. « Prêt !» Le premier, sous la tourelle. « Feu !» Le tireur écrase la détente. L'impulsion électrique frappe l'amorce. Éclair. L'espace clos de la tourelle est instantanément baigné d'une lumière jaune toxique. La charge détonne dans la douille. La pression monstrueuse des gaz propulse le lourd projectile à travers les rayures du canon. 47 tonnes de métal tressaillent sous un recul sauvage. La culasse massive recule avec fracas, frôlant les hommes. Les récupérateurs hydrauliques absorbent l'énergie dans un sifflement. La culasse à coin s'ouvre, éjectant la douille de laiton fumante qui percute le bac métallique. Le gaz de poudre âcre remplit la cabine, brûlant les yeux. L'obus de 76 mm franchit la distance en un éclair. Impact direct. Le fracas couvre le rugissement des moteurs. L'acier soviétique éventre le glacis frontal de l'engin allemand. L'énergie cinétique déchire les soudures. Le métal éclate dans un sifflement atroce. Le perforant transperce la protection et détonne au cœur du compartiment de combat. La tourelle du char de tête sursaute convulsivement et se fige de travers. Des trappes ouvertes jaillit une flamme orange sous pression. Une fumée noire et huileuse obscurcit la route. L'engin mutilé s'immobilise net, comme s'il avait percuté un mur. La chenille droite saute de son barbotin et s'étale comme un serpent mort sur les rondins. Le fer en feu barre définitivement la chaussée. Le piège est clos. Le chemin vers l'avant est condamné. L'offensive de l'élite de la Wehrmacht vole en éclats. L'ordonnance parfaite cède la place à un chaos sanglant. Le pilote du deuxième char écrase les freins. L'engin dérape sur le revêtement glissant et percute la carcasse brûlante. Derrière, les blindés tentent de s'arrêter à l'aveugle. Grincement de métal, craquement de bois, ordre hurlé.
Une vague de peur primitive remonte la colonne. L'ennemi est désorienté, coincé sur une bande de terre au milieu d'un marais mouvant. Les tourelles rescapées pivotent convulsivement. Les servomoteurs hurlent. L'optique allemande cherche fébrilement la menace. Ils finissent par identifier la source du feu, la silhouette basse d'un géant fondu dans la lisière. Des ordres aboyés déchirent les terres. Les tubes s'orientent. Salve. L'air hurle sous l'acier. Les obus frappent au but. À l'intérieur du char soviétique, c'est un enfer clos. Un fracas continu assourdit l'équipage. Les parois vibrent sous les impacts monstrueux. La calamine et la peinture écaillée tombent en pluie cinglante. Mais le métal tient. Les obus de 50 mm sont impuissants contre ce blindage. L'énergie cinétique se fragmente en gerbes d'étincelles aveuglantes. Les projectiles ricochent dans un hurlement strident, s'envolant vers la forêt pour faucher les cimes des pins. L'élite allemande ne laisse sur l'acier trempé que des balafres superficiels. La conscience de leur impuissance paralyse l'ennemi. Leurs meilleures armes anti-chars échouent. L'obstacle est invincible. Et il est vivant. Dans la fumée étouffante, au milieu du tintement des ricochets, le chargeur s'écorche les mains contre le métal. Il engage un nouvel obus dans la culasse brûlante. Le coin d'acier claque, verrouillant le tube. Le mécanisme de mort est sans faille. Le tireur essuie le sang et la sueur de son visage. Il verrouille froidement la cible suivante. L'ennemi est privé de manœuvre. La destruction méthodique commence. Le cycle est lancé. Le char soviétique broie la colonne. L'ennemi est condamné sur cette chaussée. La distance est mortellement courte. Un convoyeur de mort se met en place. Le chargeur travaille aux limites de l'humain. Ses mouvements sont devenus un automatisme aveugle. Un pas vers le casier. Saisie de l'obus. Poussé vers la culasse incandescente. Engagement sec. Claquement du verrou. Retrait. Le tireur accroche une nouvelle silhouette grise. Feu. Le canon tire sans relâche. Chaque éclair à l'intérieur de la tourelle consume le peu d'oxygène restant. Les gaz de poudre saturent l'espace. L'extracteur est dépassé. La fumée bleuâtre brûle les yeux, ronge les poumons. Les tankistes respirent par saccades, inhalant ce mélange toxique. La température dépasse les 50 degrés. La sueur sale ruisselle sur les visages noircis. Les vareuses sont trempées, exhalant une odeur d'huile brûlée. Un nouvel obus perforant quitte le tube. Impact. Le deuxième engin allemand s'embrase comme une torche. Les flammes dévorent le métal mince. L'équipage tente de s'extraire de la fournaise. Avec la mitrailleuse coaxiale, le radiomitrailleur fauche froidement les silhouettes noires. Une rafale courte, hargneuse. Les hommes s'effondrent sur la tourbe. Sans émotion, sans haine inutile. C'est un labeur harassant, infiniment sale, qu'il faut mener à son terme. À l'extérieur, la mort tambourine sans relâche contre le blindage épais du géant soviétique. Les artilleurs allemands se remettent de leur choc initial. Ils rameutent leurs forces en hâte et délivrent un feu nourri, hystérique, craché par des dizaines de tubes disponibles. Des obus de 50 mm martèlent en rafale le glacis incliné, les flancs plats, la tourelle moulée. Le vacarme est proprement insoutenable. Des impacts puissants ébranlent les 47 tonnes d'acier monolithique. Une vibration atroce broie les os des hommes à travers la dureté des sièges. Les tympans éclatent. Un mince filet de sang chaud s'écoule des oreilles du chef de char. Il ne prête aucune attention à sa blessure. Les calculs des ingénieurs soviétiques passent une épreuve du feu impitoyable.
Le blindage renforcé résiste à une pression surhumaine. Les obus de rupture frappent avec rage. L'acier laminé encaisse sans brancher. Le métal résonne sourdement, se tord, tandis que la peinture verte et la calamine s'écaillent de la surface dans un fracas sec. À l'intérieur de la machine, une pluie de minuscules éclats de blindage chauffés à blanc tombe du plafond bas. Ils s'incrustent profondément dans la chair à vif du cou et des mains. Les tankistes ignorent totalement la douleur. La douleur signifie qu'ils sont encore en vie. Nouveau tir au but. Un troisième char ennemi perd sa tourelle dans un grincement déchirant. L'explosion interne des munitions allemandes le déchire de l'intérieur. Des lambeaux d'acier adverses volent en éclats à des dizaines de mètres à la ronde. L'étroit chemin de Rondin se transforme rapidement en un cimetière de métal hurlant et fumant, désormais infranchissable. Soudain, le rythme métronomique du combat se brise. La lourde douille de laiton ne s'éjecte pas de la culasse après le tir. Le bloc de culasse se bloque net. L'extracteur en acier dérape sur le culot de la munition. Incident de tir critique. Le canon se tait brusquement. Une seconde d'hésitation terrifiante s'installe. Le silence à l'intérieur du char écorche les oreilles plus violemment que les explosions. À l'extérieur, une grêle de plomb s'acharne contre la tourelle. L'ennemi flaire aussitôt la faiblesse. Le feu redouble d'intensité. Les impacts d'obus se font beaucoup plus fréquents. Le piège d'acier menace de se transformer en fosse commune. « Incident !» croasse le pourvoyeur entre deux quintes de tout. « Dégage là, vite !» rugit le chef de char, les yeux rivés au triplex. Le temps se contracte en une masse compacte. Il n'y a aucun secours à attendre. Un extracteur de secours est rangé dans le lot de bord. Le sortir prendrait trop de temps. Chaque seconde perdue vaut la vie de tout l'équipage. Le pourvoyeur se jette sur la culasse chauffée à blanc. Le métal lourd fume. Il frappe de toutes ses forces la douille brûlante à main nue. Premier coup, deuxième coup. La peau de ses larges paumes se boursoufle instantanément. L'odeur écœurante de chair humaine brûlée se mêle aux vapeurs de poudre. Une douleur aiguë lui transperce le corps jusqu'aux os, paralysant son système nerveux. Il rejette ses réflexes avec rage. L'endurance humaine surpasse en cet instant la résistance de l'acier. La physiologie prend le dessus sur la mécanique défaillante. Un troisième coup de revers magistral expulse le laiton coincé. La douille brûlante tombe sur le plancher strié dans un fracas métallique, brûlant cruellement les jambes à travers les bottes. La voie est libre. De ses mains sanglantes et atrocement brûlées, le pourvoyeur saisit à l'aveugle un nouvel obus de 15 kilos. Il l'enfourne avec une force inouïe directement dans le tube. La culasse claque sèchement, condamnant toute retraite. « Prêt ? Feu !» Un nouvel obus perforant file vers sa cible dans un hurlement. Le quatrième blindé allemand s'immobilise, le flanc transpercé de part en part. Le carnage se poursuit à la même cadence. La surcharge physique de l'équipage atteint un seuil critique. Les corps épuisés des tankistes travaillent jusqu'à l'épuisement total. Chaque rotation pénible du volant de pointage exige désormais un effort surhumain. Chaque rechargement revient à soulever un poids de 16 kilos dans un four brûlant au milieu d'un séisme permanent. L'équipage fusionne avec l'énorme machine dans un élan désespéré pour la survie. Ils ne pensent pas à l'héroïsme. Ils accomplissent méthodiquement leurs tâches, durement, froidement, sans le moindre droit à l'erreur. Le monde extérieur se réduit désormais pour eux au réticule du viseur télescopique.
La colonne blindée ennemie tente désespérément de riposter. Les Allemands tirent au jugé, espérant un coup de chance. Aujourd'hui, la chance a choisi le camp du blindage soviétique. Des dizaines d'impacts d'obus ennemis se font en un seul bourdonnement continu et assourdissant. Le char lourd tremble sans cesse, mais reste immobile, comme enraciné. Il fait corps avec la terre meuble. Il est devenu un roc infranchissable sur le chemin du flot d'acier allemand. Le tireur essuie rageusement la sueur sanglante de son front avec sa manche. Son œil gonflé se colle à nouveau contre l'œilleton en caoutchouc dur. Nouvelle cible blindée, nouveau tir au but. Le convoyeur de la mort tourne à plein régime. Les machines allemandes brûlent les unes après les autres, éclairant la forêt sombre d'une lueur sinistre, d'un rouge épais. Le mythe de l'invincibilité allemande s'effondre dans un fracas de ferraille. Des dizaines de carcasses fumantes ont définitivement bouché la route forestière. L'élite de la Panzerwaffe se vide de son sang dans la fange du marécage. Les attaques frontales se brisent facilement contre les 75 mm d'acier trempé soviétiques. L'adversaire réalise enfin la futilité des assauts directs. Le commandement ennemi change brutalement de tactique. Les canons légers sont totalement impuissants. Les Allemands rameutent en hâte vers la ligne de front leur dernier argument, le plus pesant. Les redoutables canons anti-aériens de 88 mm. Ces pièces colossales avaient été conçues pour abattre des bombardiers lourds à haute altitude. Désormais, leurs longs tubes massifs s'abaissent pour un tir tendu. Les servants travaillent avec une rapidité fanatique et désespérée. L'optique des viseurs d'artillerie allemands trouve la silhouette immobile et criblée d'impacts du char soviétique. La machine se détache sur le fond de la forêt par une colonne d'échappement grisâtre et de fumée de poudre. L'impact. Les premiers obus de flak percutent la tourelle. Ce n'est pas le ricochet inoffensif des obus de chars légers, c'est un marteau cinétique d'une puissance dévastatrice monstrueuse. Les 47 tonnes de métal monolithique tressaillent, reculant sur la tourbe glissante. Le blindage tient, mais à l'intérieur du compartiment de combat, c'est l'enfer instantané. L'équipage est projeté violemment contre les parois d'acier. Le souffle de l'explosion les écrase comme une presse. L'air à l'intérieur de la capsule se comprime brutalement et frappe les tympans. Tout son extérieur disparaît. Le monde sombre dans un sifflement aigu et insupportable. Un flot de sang sombre jaillit du nez et des oreilles du chef de char. Il secoue la tête avec rage, tentant de dissiper le voile trouble devant ses yeux. Il ne parvient pas à faire la mise au point. La face interne du blindage se marbre d'un réseau de micro-fissures. De la calamine brûlante et mortelle gicle dans la cabine étroite, s'enfonçant profondément dans la peau exposée des visages et des coups. « Canon de flak, à 2 heures !» hurle le tireur. Il n'entend absolument pas sa propre voix. Il sent seulement le goût saumâtre du sang sur ses lèvres fendues. « À l'explosif! Allume-les !» croasse sourdement le chef de char, empoignant fermement l'épaule du tireur. Un duel féroce d'usure totale commence. Le pourvoyeur travaille dans un état second. Ses larges paumes ne sont plus qu'une plaie sanglante à cause des douilles de laiton brûlantes. Il serre les dents à s'en briser les mailles. Il saisit à l'aveugle un lourd obus explosif. Les muscles de son dos épuisés se déchirent sous le poids. La culasse claque comme un prédateur, avalant la mort. Le tir part. La lourde tourelle tressaille sous le recul. La riposte est parfaite. L'obus explosif soviétique
détonne juste devant le bouclier du canon anti-aérien. La terre grasse, le métal tordu et les corps déchiquetés des artilleurs allemands volent haut dans les airs. La première pièce est rayée de la carte. Mais l'ennemi ne s'arrête pas. Un deuxième canon de flak, plus à droite, a déjà eu le temps de pivoter et d'ouvrir le feu. Nouvel impact monstrueux dans le flanc gauche. L'éclairage intérieur s'éteint instantanément et définitivement. Le câblage interne est sectionné. Des ténèbres épaisses enveloppent les hommes suffocants et hébétés. Une fumée âcre leur ronge les poumons. Le ventilateur a été bousillé par un éclat. Il n'y a plus rien à respirer. Les tankistes étouffent, se noyant dans une toux sèche, mais leurs mains restent crispées sur les mécanismes. Dans l'obscurité, seulement éclairée par la lueur rougeoyante de la culasse brûlante, la tourelle pivote vers la nouvelle menace dans le hurlement prolongé des commandes manuelles. Le grincement des engrenages encrassés écorche les oreilles. Un second obus explosif transforme la position de réserve allemande en un cratère noir et fumant. La crise d'artillerie est temporairement surmontée. Les canons ennemis se sont tus. La tension ne retombe pas. Pendant le duel des gros calibres, l'infanterie a commencé à ramper sous le couvert de l'épaisse fumée noire des blindés allemands en flammes. Des sapeurs de choc, des pros du corps à corps. Ils sont couverts de grappes de grenades lourdes et de mines magnétiques. Leur mission, s'approcher au contact, faire sauter les chenilles, lancer des charges creuses sur la grille mince du compartiment moteur. Ils rampent sans bruit dans la fange visqueuse et fétide du marécage, mètre après mètre. Les sapeurs pénètrent techniquement dans la zone morte, là où le champ de vision du triplex de commandement ne peut physiquement pas atteindre. Le char est totalement aveugle dans un rayon de 15 mètres, juste sous son propre tube. La menace devient critique. Le radiomitrailleur sent leur approche par pur instinct. À travers la fente trouble et fissurée de sa mitrailleuse de capot, il remarque soudain un mouvement flou. Une silhouette grise en casque d'acier émerge doucement des eaux boueuses à seulement 10 mètres du blindage frontal. Le sapeur allemand met un genou à terre avec assurance. Son bras droit, serrant une grappe d'explosifs, se tend vers l'arrière pour le jet mortel. Il n'y a pas de temps pour un rapport. Le radio écrase instantanément la détente de sa mitrailleuse jusqu'à s'en faire craquer les doigts. L'arme crache une rafale longue et impitoyable. Les balles lourdes lui lèchent la poitrine une fraction de seconde avant le jet. Le corps de l'Allemand est projeté en arrière. La grappe de grenade s'échappe de ses mains mortes pour tomber dans la vase. Une explosion puissante soulève un mur d'eau boueuse qui vient s'abattre sur le blindage frontal. Aussitôt, 2 autres soldats surgissent du brouillard. Ils courent droit sur la mitrailleuse, tentant désespérément de franchir les derniers mètres avant la zone morte. « Infanterie devant !» aboie brièvement le radio. Il ne lâche pas la détente, décalant à peine son tube. Courte rafale. L'un tombe face contre terre dans la tourbe. La seconde rafale fait mouche. Le deuxième s'effondre sur les rondins, inondant le chemin de sang. Les abords sont jonchés de cadavres. La zone morte est nettoyée avec sang-froid, méthodiquement. Quelques secondes avant une destruction irrémédiable, le système de défense de la machine a fonctionné à la perfection. L'épicentre du combat devient un chaudron bouillonnant d'enfer. Le char soviétique est pilonné sans relâche par des fusils anti-chars, des mortiers, des canons légers rescapés. Le tambourinement de la mort ne faiblit pas une seconde. Le blindage épais est criblé d'entailles profondes, de longues balafres, d'arrachements de métal. Il ressemble à un paysage lunaire percuté par des météorites.
mais il reste monolithique. L'invulnérabilité absolue au combat est prouvée par le sang de l'ennemi. À l'intérieur de la boîte d'acier, les hommes vacillent au bord de l'évanouissement. Leurs cerveaux sont violemment secoués par les impacts acoustiques incessants contre la carcasse. Leurs estomacs se nouent de nausées. Leurs yeux sont gonflés et brûlés par la fumée âcre. Chaque brève inspiration est une douleur lancinante dans la poitrine. Mais la machine est vivante. Le poids lourd soviétique, pleinement opérationnel, poursuit son œuvre de destruction. Dans le silence intérieur assourdissant de la commotion, s'appuyant exclusivement sur leurs réflexes et leur mémoire musculaire, les membres de l'équipage maintiennent un feu continu et dévastateur. Le combat s'apaise. Le rugissement assourdissant des dizaines de canons s'éteint lentement, se dissolvant dans l'air épais du matin. Le fracas des explosions cède la place au bourdonnement monotone et pesant d'un incendie généralisé. La forêt brûle. Une fumée noire et âcre recouvre la terre suppliciée d'un voile impénétrable. La canonnade s'interrompt. Un silence étrange, pesant, artificiel s'installe. Il n'est troublé que par le crépitement furieux du bois qui brûle, le sifflement de l'eau du marais en ébullition et les explosions sourdes des munitions ennemies. L'air tremble et fond sous une température extrême. L'étroit chemin forestier est devenu un gigantesque bûcher funéraire pour l'élite de la Wehrmacht. La NAS a fonctionné avec une précision d'ingénierie impitoyable. Le bilan de ce carnage sans précédent dépasse tous les calculs tactiques. Sur un tronçon étroit de route boueuse, des dizaines de chars allemands calcinés sont figés à jamais. La colonne est entièrement anéantie, broyée par la presse d'acier d'un seul point d'appui. Les blindés aux croix blanches carbonisées sont devenus des amas informes de métal tordu et brûlant. Des chenilles rompues pendent sans vie dans la vase. Des tourelles arrachées par de puissantes détonations internes gisent lourdement dans les eaux croupies du marécage. L'avant-garde de l'offensive s'est noyée dans son propre sang. L'ennemi est brisé. Sa confiance a brûlé avec son matériel tant vanté. Une seule machine a stoppé le flot mécanisé. Un seul équipage a broyé une unité entière. Ce n'est pas un hasard. C'est un calcul mathématique froid, multiplié par l'endurance physique extrême des hommes à l'abri du blindage épais. Le géant soviétique trône, immobile, sur sa position criblée de cratères. 47 tonnes d'acier monolithique refroidissent lentement dans la fumée bleuâtre. Le char est mutilé au-delà de toute reconnaissance. La peinture verte d'usine a totalement brûlé ou a été arrachée par les impacts monstrueux des obus perforants. Le métal brut et rugueux est couvert d'une épaisse suie noire et de traînées de plomb. Sur les pièces frontales de la caisse et les parois inclinées de la tourelle, mouent les bains des cratères profonds et déchiquetés. Ce sont les traces effroyables d'une pression d'artillerie colossale. 135 coups au but direct. 135 chocs cinétiques brutaux, dont chacun aurait été fatal à n'importe quelle autre machine de cette guerre. L'ennemi a tiré à bout portant des obus perforants, sous-calibrés, explosifs. L'ennemi a tenté méthodiquement, désespérément, d'éventrer cette boîte d'acier. Le blindage a tenu. Le compromis d'ingénierie entre un poids énorme et une protection absolue a prouvé sa supériorité sans appel sur le terrain. Le char ressemble à un morceau d'astéroïde mort
criblée de météorites. Les enfoncements se chevauchent. Les arêtes vives du métal arraché brillent d'un éclat d'acier frais à travers l'épaisse couche de suie. La protection est éreintée, déchiquetée, rouée de coups, mais n'a jamais été percée. Pas un seul obus ennemi n'a pu franchir le dernier millimètre de l'acier soviétique. La machine a encaissé toute la fureur du feu roulant adverse et est restée en ligne. C'est le conte de fer du combat. Une preuve de supériorité incontestable, gravée brutalement par des obus d'acier sur des plaques de blindage trempées. Dans le compartiment de combat enfumé, les hommes reprennent péniblement leurs esprits après cet enfer acoustique. Le chef de char scrute le dehors à travers le triplex fissuré. L'optique a survécu par miracle, bien que le verre épais soit couvert d'une toile d'araignée opaque de micro-fissures. Il examine froidement, secteur par secteur, le panorama de destruction totale. Le bourdonnement sourd de la commotion dans ses oreilles couvre le crépitement des flammes extérieures. Les mains du tireur reposent sans force sur les volants brûlants. Le pourvoyeur est assis lourdement sur une caisse de munitions vide, fixant bêtement ses paumes atrocement brûlées et ensanglantées. La tension nerveuse quitte lentement, à contre-cœur, les muscles de son dos contractés par les spasmes. Il semble que le dur labeur soit terminé. Le champ de bataille leur appartient sans conteste. Soudain, le paysage figé se brise. Le risque revient. L'ennemi respire encore. Derrière la carcasse fumante du char de tête, une ombre grise s'agite. Un blindé allemand a survécu à cet enfer noir. Le pilote adverse a réussi à reculer à temps pour abriter sa coque mince derrière un camarade mort. La tourelle du survivant pivote lentement dans un grincement. Son tube court cherche aveuglément la silhouette immobile et mutilée du colosse soviétique. Éclair aveuglant. Le canon allemand tire à bout portant. Le coup de feu déchire brutalement l'illusion du silence. L'obus franchit la courte distance au-dessus du marais dans un sifflement strident. Impact direct dans la joue droite de la tourelle. Les 47 tonnes de métal tressaillent à nouveau avec mécontentement. Une gerbe d'étincelles jaunes jaillit de toutes parts. L'obus ricoche dans un tintement assourdissant contre le blindage épais et file haut dans le ciel gris. Un nouvel enfoncement profond vient simplement s'ajouter au sang précédent. L'ennemi a agi par désespoir. L'ennemi a commis une erreur fatale et impardonnable en révélant sa position par ce tir isolé. La réaction de l'équipage est instantanée. Pas de panique, pas de réflexion superflue. C'est l'automatisme froid et cruel de professionnels survivants qui prend le relais. Repère 1, derrière celui qui brûle. Perforant! La voix du chef de char tranche l'air vicié comme un rasoir. Les mains sanglantes du pourvoyeur saisissent par réflexe, par pure mémoire musculaire, la lourde munition encartouchée. Ses muscles tétanisés oublient totalement la douleur. Choc brutal dans la culasse. Le bloc d'acier claque. « Prêt !» Le tireur colle son œil valide contre le réticule trouble du viseur. Les volants tournent à une vitesse folle, inhumaine. Le réticule accroche la mince tranche de la tourelle allemande, à peine visible derrière l'abri fumant. Feu! Le char tressaille violemment sous le recul dévastateur du canon. La riposte ne laisse aucune chance de salut à l'adversaire. L'obus perforant soviétique arrache la tourelle allemande de son chemin de roulement dans un craquement sinistre. Une puissante explosion interne met un point final à ce duel épuisant. Un énorme morceau de métal tordu s'élève haut au-dessus des arbres avant de retomber lourdement dans la fange du marais,
soulevant une colonne d'eau boueuse. L'ennemi est anéanti, définitivement. Le géant d'acier s'immobilise à nouveau, enveloppé par l'épaisse fumée de poudre de son dernier tir décisif. Désormais, c'est le véritable silence de la mort qui s'installe. Le conte de fer est clos. La journée de travail est terminée. Le silence s'abat sur l'équipage comme une masse de plusieurs tonnes. Le combat est fini. L'adrénaline quitte brusquement le sang, laissant derrière elle un vide éviscéré et bourdonnant. La tension retombe d'un coup, brisant douloureusement leur ressort intérieur. Les corps des tankistes se chargent instantanément d'une lourdeur de plomb. Leurs muscles, tordus par des heures de spasmes de survie, se mettent à trembler de manière incontrôlée. Un sifflement aigu et continu leur vrille les oreilles, vestige des dizaines d'impacts directs sur le blindage. Ce son leur perfore le cerveau, empêche toute pensée. L'air à l'intérieur de la capsule d'acier est absolument irrespirable. Il est saturé de fumée de poudre bleuâtre, de vapeur de métal brûlant, de câbles grillés et de sueur humaine âcre. La température commence à chuter lentement et leurs vareuses de coton trempé collent à leur dos comme des compresses froides. À travers le verre trouble, couvert d'une épaisse toile d'araignée de micro-fissures, le chef de char contemple la route en silence. Là-bas, la mort brûle. Des dizaines de chars allemands mutilés, éventrés de l'intérieur, barrent définitivement la route vers l'est. Une fumée noire et huileuse monte vers le ciel gris. Le métal chauffé à blanc fond. L'ennemi est détruit. C'est l'œuvre directe de leurs mains sales et brûlées. À l'intérieur de la boîte blindée, il n'y a pas de place pour la fierté. Pas de place pour un triomphe éclatant. Il n'y a que la conscience sourde et brute d'un travail pénible accompli. La psyché humaine est incapable de digérer de telles masses de destruction physique sans séquelles. L'esprit cherche désespérément des ancres de salut pour ne pas sombrer dans l'abîme noir de la folie. Ils ont survécu là où la survie était impossible. La logique froide de la guerre exigeait leur mort inévitable il y a déjà 2 heures. Quand la mathématique de la survie échoue, une foi aveugle et primitive prend sa place. La défense psychologique fonctionne de manière rudimentaire. Le pourvoyeur caresse inconsciemment, de ses doigts écorchés jusqu'à l'os, un rivet froid sur la culasse du canon. Ce morceau de métal est devenu sa divinité personnelle, un talisman qui a détourné l'acier volant. Le radiomitrailleur serre dans sa poche de poitrine le triangle plié en 4 d'une vieille lettre. Le papier est depuis longtemps imprégné d'huile de machine et de sueur, mais ces quelques lignes le maintiennent à flot. Penser à la maison n'est pas une faiblesse sentimentale. C'est un câble d'acier rigide qui amarre l'homme à la réalité, l'empêchant de se dissoudre totalement dans le chaos sanglant du carnage. Ils sont devenus un mécanisme unique avec leurs lourdes machines. Mais ils sont restés des hommes vivants. Et la chair réclame maintenant son dû pour l'horreur endurée. Soudain, l'image figée de la torpeur intérieure vole en éclats. Le péril surgit de l'habitacle même. Un ennemi invisible porte un coup brutal. Le monoxyde de carbone. Les résidus de combustion de la poudre se sont accumulés insidieusement dans le compartiment de combat, empoisonnant silencieusement le sang. Le tireur râle lourdement, ses épaules secouées de spasmes contre nature. Ses doigts lâchent les volants d'acier des mécanismes de pointage. Tel un sac pesant, il s'affaisse lentement sur le plancher strié de la tourelle. Sa tête heurte la culasse du canon dans un choc sourd.
La conscience s'éteint instantanément. L'hypoxie cérébrale a atteint son point critique. Mourir asphyxié à l'intérieur de son propre char est une fin courante lors des combats acharnés. Mais l'instinct du chef de char ne connaît pas la fatigue. Il se précipite vers son camarade tombé. Ses mains rugueuses empoignent le tireur par le col de sa gymnastière trempée. Une secousse puissante vers le haut. Le corps pend, inerte, entre ses bras. « Tiens-le !» Le chargeur rattrape les épaules molles. Le chef de char gifle le tireur de toutes ses forces, à tour de bras. Une fois, 2 fois. Les coups sont sonores, lourds. Ce n'est pas de la cruauté. C'est l'unique méthode de réanimation brutale disponible. La violence de la douleur physique doit arracher l'homme au néant toxique. Un 3e coup fait éclater sa lèvre en sang. Le tireur aspire l'air vicié dans un râle convulsif, pris d'une toux terrible, aboyante. Ses yeux roulent sans but sous des paupières encrassées de suie. Respire, respire calmement. La voix du chef de char résonne sourdement, comme venue des profondeurs d'une terre humide. Le tireur crache un caillot de salive sombre sur le plancher. La conscience revient à contre-cœur. Il hoche faiblement la tête, vivant. Le chef de char s'adosse lourdement contre le blindage froid. Il est temps de vérifier les mécanismes. Il est temps de vérifier les hommes. Équipage, rapport. Les mots tombent lourdement, comme des lingots de plomb. Ce n'est pas l'appel réglementaire, c'est la confirmation d'un fait. Ils existent encore. Pilote, opérationnel, lance une voix rauque d'en bas. Le conducteur vient de détacher pour la première fois ses mains crispées des leviers d'acier. Radio, intact. Chargeur, ça va. Le chargeur ment, cachant instinctivement derrière son dos ses paumes brûlées, couvertes de cloques atroces. Tireur, vivant. Les voix sont fêlées, d'une sécheresse extrême, les cordes vocales brûlées par les fumées. Le dialogue est haché, chaque mot exigeant un effort physique colossal. L'appel est terminé. 5 hommes. 5 hommes épuisés, commotionnés, assourdis, enfermés dans 47 tonnes de métal meurtri. Le chef de char sort un paquet de papyrussis froissés. Ses doigts tremblent légèrement. Il s'échine longuement à tirer une étincelle de son briquet. Une faible lueur jaune éclaire les visages sales, maculés de suie. Il prend une profonde bouffée. La fumée amère du tabac semble être de l'oxygène pur face à l'odeur de poudre. En silence, il passe la cigarette au chargeur, qui la saisit de 2 doigts tremblants. Ils fument à tour de rôle, en silence, le rite austère des survivants. À l'extérieur, le métal brûlant éclate sourdement. La route est barrée par un rempart de fer. Le prix de ce barrage, des nerfs calcinés et un psychisme à jamais mutilé. Ils sont assis dans la pénombre, entourés de dizaines de douilles vides. Le vide intérieur devient leur nouvelle et unique réalité. Loin à l'ouest, un autre front se déploie. Un front de papier. Prusse orientale. La machine bureaucratique de la Wehrmacht, pourtant parfaitement huilée, connaît un raté critique. Sur une large table de chêne repose une feuille standard de papier épais. Un rapport sec venant de la ligne de front. Les lettres noires d'un texte dactylographié régulier consignent la catastrophe. La mathématique de la Blitzkrieg allemande est impitoyablement brisée. Les rapports de victoire attendus ont laissé place à d'interminables listes de matériel détruit.
Les chiffres des pertes choquent les stratèges berlinois. Les appareils de transmission secrète crépitent sans interruption des bulletins alarmants. Les bandes de téléscripteurs rampent comme des serpents blancs sur le bois verni. Dans le vaste bureau de l'état-major de campagne du groupe d'armées, l'air pesant est saturé de tabac âcre. Une canonnade d'artillerie lointaine fait vibrer sourdement les vitres. Le son des explosions frappe méthodiquement les nerfs à vif des officiers. Sur la longue table est déployée une carte topographique détaillée du secteur de Leningrad. Les flèches rouges et prédatrices des pointes blindées allemandes tranchaient l'espace avec assurance. Désormais, elles butent sur un point statique. Sur cette chaussée de bois marécageuse en pleine forêt, un clou d'acier soviétique inébranlable a été enfoncé de force. L'atmosphère au quartier général est tendue à l'extrême. Les officiers d'état-major brassent nerveusement les rapports opérationnels. Les cols des uniformes noirs rigides sont déboutonnés. Le plan idéal de l'offensive massive se déchire par toutes les coutures. La cause de cet arrêt imprévu échappe à la logique formelle de la doctrine militaire allemande. La supériorité technique a subi un échec brutal. Perte confirmée de l'avant-garde, des dizaines de blindés calcinés. L'Oberst débite d'un ton sec le télégramme chiffré. Sa voix déraille traîtreusement. Il froisse nerveusement dans son poing une copie du rapport, transformant le papier officiel en déchet. La cause du retard ? Une batterie anti-char lourde russe bien camouflée, un champ de mines infranchissable. Le général grisonnant s'appuie lourdement des deux mains sur la table. Ses phalanges blanchissent sous la pression. Il refuse catégoriquement de croire aux chiffres bruts des pertes. Négatif, Herr Général. La route est totalement bloquée par un seul char lourd de modèle inconnu. Appelez l'aviation d'assaut, immédiatement. Pulvérisez cette carcasse avec des bombes d'1 tonne. L'aviation est totalement impuissante dans ce massif forestier dense. L'engin se fond dans le paysage. Nos pièces anti-chars standards de 37 et 50 mm ne percent pas le blindage soviétique. Des dizaines d'impacts directs ont été enregistrés. Les obus ricochent sans effet sur la tourelle. Le char continue de délivrer un tir de précision destructeur. La colonne est anéantie. L'officier d'état-major déchire avec une force incontrôlée une feuille de papier gâchée. Le craquement sec du carton semble plus fort que les salves de canon derrière la fenêtre. La panique s'insinue lentement, mais sûrement, dans les esprits rigides des commandants. Ce n'est pas seulement une défaite tactique locale dans les bois, c'est l'effondrement fracassant du mythe fondamental de la supériorité technique. Le problème échappe rapidement au contrôle de l'état-major général. La menace monte d'en bas, des tranchées. Les tankistes d'élite allemands contestent ouvertement les ordres directs du commandement. Des vétérans aguerris des campagnes de France et de Pologne, habitués aux victoires faciles, refusent net de lancer une attaque frontale. La peur face aux monstres d'acier invulnérables paralyse l'élan offensif. Les soldats de la Wehrmacht donnent aux chars lourds inconnus des surnoms sombres et mystiques. Dans les tranchées boueuses, une légende sinistre naît rapidement, celle d'une machine diabolique. Un spectre d'acier qui encaisse froidement des centaines d'impacts directs et réduit méthodiquement en cendres les rangs allemands. L'effondrement moral des troupes d'élite devient le facteur le plus critique. L'armée perd irrémédiablement son élan. La perte du rythme de manœuvre signifie l'échec inévitable de toute la campagne de 1941. Le rapport remonte immédiatement les échelons hiérarchiques. Le document secret atterrit personnellement sur le bureau du QG du Führer. Les faits bruts des pertes causées par une seule pièce d'artillerie
provoquent un accès de fureur animale. La haute direction du Reich réalise soudain l'ampleur réelle de son échec technologique. L'industrie allemande n'a pas fourni à l'armée d'armement anti-chars adéquat. Les calibres de chars existants sont officiellement reconnus comme totalement obsolètes face au nouveau blindage soviétique. Un ordre urgent et sans compromis est donné. Le document marqué d'un liseré rouge est immédiatement transmis aux troupes de première ligne par des lignes sécurisées. La directive est on ne peut plus claire. Détruire les chars super lourds soviétiques à n'importe quel prix. Engager impérativement les pièces lourdes de la flak de 88 mm. Utiliser l'artillerie de corps d'armée en tir tendu. Employer des groupes d'assaut spéciaux du génie avec des explosifs. Ne tenir absolument aucun compte des pertes humaines. Un seul char soviétique est officiellement élevé au rang de menace stratégique d'envergure nationale. La panique engendre de nouvelles décisions, encore plus désespérées. L'ordre est accompagné d'une directive secrète destinée au ministère de l'Armement du Reich. Les ingénieurs concepteurs allemands reçoivent un ultimatum sans appel. Le front a besoin immédiatement de canons longs totalement nouveaux et surpuissants. Il faut des engins lourds de nouvelle génération, capables de percer à coup sûr l'épais blindage soviétique à longue distance. L'immense complexe militaro-industriel de l'Allemagne commence à se restructurer frénétiquement. L'engrenage de la course à l'armement reçoit une accélération colossale et irréversible à cause d'un seul combat forestier près de Leningrad. La panique dans les hauts bureaux berlinois se convertit immédiatement en nouveaux arrêts de mort pour les tankistes allemands au front. Les ordres de l'état-major général ne se discutent pas. Les officiers poussent de nouvelles vagues de blindés vers une mort certaine, tentant désespérément de submerger sous le métal et la chair humaine un seul obstacle soviétique infranchissable. Le front de papier réclame impitoyablement du sang réel. La légende du char soviétique impénétrable est déjà forgée. Elle se propage dans les tranchées de la Wehrmacht à la vitesse d'un feu de forêt. Un seul équipage a fait trembler le sommet de la machine de guerre allemande. Un seul char meurtri a brisé le calendrier de la guerre éclair. Le temps précieux est irrémédiablement perdu. Le mécanisme de la Blitzkrieg a subi une fissure fatale. Cette brèche ne peut plus être colmatée, ni par de nouveaux ordres hystériques, ni par des milliers de tonnes d'acier crup déchiqueté. L'ordre est exécuté. La colonne est calcinée. La mission de tir est terminée. Le temps de la halte est écoulé. Il n'y aura pas de repos. Le chef de char reçoit sèchement de nouvelles coordonnées. La guerre exige leur présence sur un autre secteur. Le pilote appuie avec force sur le bouton de démarrage résistant. Le démarreur électrique hurle sous l'effort. Le puissant V12 diesel tourne lourdement. Une fois, deux fois. Le moteur gelé crache une fumée noire. Allumage, explosion du carburant. Le moteur s'éveille dans un rugissement assourdissant. Une vibration féroce secoue les corps épuisés. 47 tonnes d'acier soviétique balafré s'arrachent de la tourbe dans un craquement. Les larges chenilles broient la terre humide mêlée aux douilles brûlantes. Le char recule lourdement, sa caisse brisant de jeunes pas. La machine quitte à jamais le lieu de son embuscade. Ils laissent derrière eux un cimetière fumant de l'élite de la Wehrmacht. Devant eux s'étendent des centaines de kilomètres d'inconnus. La guerre ne fait que commencer. L'équipage ne se fait pas d'illusions. Ils connaissent chaque rivet de la machine. Le char lourd de la série Kliment Vorochilov est un triomphe du blindage impénétrable et le cauchemar quotidien du train de roulement. Le talon d'Achille du géant d'acier est soigneusement caché dans le compartiment moteur-transmission.
La transmission capricieuse ne supporte pas ce poids colossal. La boîte de vitesse, délicate, casse sous les charges extrêmes des marches forcées. Les engrenages d'acier s'effritent impitoyablement. Passer les rapports exige une force physique démesurée. Le pilote enfonce les leviers rigides de tout le poids de son corps, prenant appui fermement sur le plancher. Ses doigts sont depuis longtemps écorchés jusqu'au sang contre les poignées rugueuses. Chaque kilomètre consume des litres précieux d'un carburant rare. Avancer devient une lutte perpétuelle contre la technique. La machine peut encaisser des centaines d'impacts directs, mais peut s'immobiliser net en plein combat à cause d'une seule tringlerie rompue. La forêt dense s'éclaircit. Le char débouche prudemment en terrain découvert. Une vaste plaine s'étend devant le viseur. C'est la zone de danger maximale. Une cible idéale pour l'aviation ennemie. Le chef de char balaie continuellement l'horizon à travers l'épiscope. « En avant! Pleine puissance !» Le pilote écrase la pédale au plancher. Le moteur rugit furieusement. Les 47 tonnes accélèrent sur le sol meuble. La suspension cogne impitoyablement à chaque ornière. Les hommes serrent les dents convulsivement, pressés de franchir la zone découverte. Le char atteint le milieu du champ, le point de vulnérabilité absolue. Soudain, le ronronnement régulier du diesel s'étouffe. Le régime s'effondre de manière catastrophique. Une toux métallique frappe les oreilles. La lourde machine cahote par inertie et s'immobilise net au milieu de la lande. Le moteur cale. Un silence effrayant s'installe. Les chenilles émettent un dernier cliquetis. Une bulle d'air a désamorcé le circuit de carburant. Une énorme cible grise est figée, immobile sous le ciel ouvert. Le son de la mort vient d'en haut. Un bourdonnement lointain se transforme en un hurlement pesant. L'aviation ennemie. Les bombardiers en piqué allemand repèrent instantanément la cible. Le piqué commence. L'air se déchire sous le hurlement des sirènes. « Démarre !» rugit le chef de char d'une voix terrible. « Ça ne prend pas !» crie désespérément le pilote. Il enfonce le bouton du démarreur. Le diesel émet un râle vide et reste muet. Les batteries sont totalement déchargées par l'attente en embuscade. Le pilote s'arrache de son siège. Dans l'exiguïté insupportable, il saisit à tâtons une masse d'acier de 5 kilos. Il se faufile avec peine vers la cloison brûlante. Une seule action précise est requise. Il prend son élan dans l'espace étroit, s'écorchant les coudes jusqu'au sang. Un coup foudroyant de la lourde masse sur le corps du démarreur grippé. Un tintement assourdissant. Les charbons collés se débloquent brusquement. Le conducteur jette la masse et retombe au levier. « Vas-y !» Le doigt écrase le bouton avec force. Contact. Le démarreur entraîne le lourd volant moteur. Le diesel aspire goulûment l'air et explose dans un rugissement régulier. Un nuage noir s'échappe des échappements. « En route !» Le conducteur tire furieusement sur les 2 leviers. Les chenilles mordent le sol avec acharnement. Le char s'arrache brusquement. La terre vole sous les galets de roulement. À la même fraction de seconde, à 10 mètres derrière, tombe la première bombe brisante. L'explosion soulève des tonnes de terre. L'onde de choc pousse brutalement la machine vers l'avant. Des éclats brûlants criblent l'acier. Le char s'engouffre à pleine vitesse dans l'ombre salvatrice de la forêt dense. À l'abri. Le moteur tourne rond. L'équipage respire par saccades, avalant la fumée âcre. Aucun cri. La mort est passée à côté. C'est un bref sursis. Les tankistes reprennent leur place en silence. Le chargeur pose ses mains brûlées sur la culasse qui refroidit. Le tireur se colle à l'oculaire trouble. Le colosse d'acier meurtri
rampent inexorablement plus loin vers l'est. Devant eux, des milliers de kilomètres de routes de front, des centaines de villages en flammes. Un exploit hors du commun ne devient qu'une ligne de plus dans un rapport. Le dur labeur quotidien de la Grande Guerre continue. Un seul char lourd ne gagne pas une guerre mondiale. 47 tonnes d'acier soviétique ne peuvent stopper physiquement une armée d'invasion de plusieurs millions d'hommes. Le monstre d'acier modèle 1941 n'est pas allé jusqu'au bout de ce chemin terrible. Le métal a sa propre limite de fatigue. Le blindage épais finit inévitablement par éclater sous la pression constante de l'artillerie. Les mécanismes lourds s'usent jusqu'à devenir une fine poussière métallique. Les hommes à l'intérieur des machines de combat se consument jusqu'à la moelle. L'équipage de cet engin a accompli une tâche impossible sur son étroit secteur du front. Les tankistes n'ont pas détruit toute la Wehrmacht. Ils ont fait quelque chose de bien plus important. Ils ont volé à l'ennemi la ressource la plus précieuse, la plus irremplaçable. Ils lui ont pris son temps. Chaque minute passée dans l'enfer de la cordite lors de l'embuscade forestière avait un prix exact, mesurable. Chaque coup encaissé d'un obus perforant allemand offrait un sursis stratégique. Les heures gagnées par le sang s'additionnaient pour devenir des trains d'évacuation sauvés. Les lourdes machines-outils des usines partaient loin vers l'arrière, vers l'est, au rythme du martèlement des roues. L'avant-garde allemande stoppée signifiait des divisions de réserve bien vivantes, ayant eu le temps d'occuper et de fortifier une nouvelle ligne de défense. 5 hommes commotionnés, atrocement brûlés, suffoquant sous le monoxyde de carbone à l'intérieur d'une boîte de fer verrouillée, ont payé ce sursis vital. Ils sont devenus le socle de la victoire à venir. Ils ont encaissé le coup le plus terrible, le plus concentré de la première année d'une guerre impitoyable. L'époque des premiers géants anguleux et massifs a logiquement pris fin. Les encombrantes machines lourdes ont pleinement accompli leur cruelle destinée. Leur blindage frontal massif a absorbé l'énergie cinétique foudroyante de la Blitzkrieg. Leurs canons ont brisé le rythme offensif idéal de l'élite des troupes blindées allemandes. Pour remplacer ces poids lourds martyrisés, de nouvelles solutions d'ingénierie sont apparues. Les usines évacuées ont déployé leur puissance et livraient en un flot ininterrompu des chars moyens, maniables et technologiques. Les machines du modèle 34 sortaient par milliers des chaînes de montage, s'imposant par leur vitesse, leur nombre et leur redoutable efficacité industrielle. Ensuite, les véritables héritiers de l'école soviétique des chars lourds sont entrés sur les champs de bataille. Les puissantes machines blindées de la série Iosif Staline. Leurs canons de 122 mm ne laissaient aucune chance à la nouvelle ménagerie allemande. Les obus lourds arrachaient les tourelles des engins ennemis d'un seul choc cinétique. Le blindage moulé et incliné encaissait facilement les tirs de riposte. Ces nouveaux prédateurs d'acier enfonçaient les défenses profondément échelonnées, réduisant en poussière de béton les blocos les plus puissants. Ils écrasaient avec assurance de leurs larges chenilles les pavés des rues d'un Berlin en ruine. Ils ont mis le point final, sanglant, à cette boucherie. Mais le chemin vers ce point de victoire a été tracé par les carcasses mutilées et calcinées des machines pataudes de la première année de guerre. Les équipages des premiers chars lourds survivaient très rarement jusqu'aux salves de la victoire de mai. Leurs noms s'inscrivaient en lettres sèches dans les courts rapports d'état-major sur les pertes sèches. Leurs corps fusionnaient à jamais avec le métal en fusion, à l'intérieur des compartiments de combat chauffés à blanc. La guerre est un mécanisme monstrueux et sans âme qui transforme la chair humaine en fait historique aride. Les tankistes survivants retournaient dans les villes détruites, invalides aux cheveux blancs.
les poumons brûlés par les gaz de poudre, les membres amputés, le regard vide. Avec le sifflement éternel et incessant des ricochets d'artillerie dans des tympans crevés. Tel est le prix réel d'une offensive ennemie stoppée. C'est une arithmétique du sacrifice, totalement dépourvue de métaphores élevées. De la boue, du sang, du cambouis, et une peur animale et collante. Des années plus tard, les machines de 1941, mutilées par les obus ennemis, se sont figées à jamais sur de hauts piédestaux de béton. Elles montent leur garde éternelle et absolument silencieuse sur les places des villes et au bord des routes tranquilles. Les maillons des lourdes chenilles sont soudés à jamais aux rails d'acier. Les culasses à coins des canons courts sont bloquées pour toujours par un épais cordon de soudure. Les cœurs diesel à 12 cylindres ont été retirés depuis longtemps des sombres compartiments moteurs. Les machines sont absolument vides à l'intérieur. Elles sont devenues les symboles d'un esprit invincible, des monuments muets à une endurance humaine dépassant toutes les limites. D'épaisses couches de peinture verte fraîche tentent chaque année de dissimuler les stigmates de la guerre. Mais les impacts profonds des obus perforants allemands transparaissent nettement sous le pigment. Les saignées déchirées sur les tourelles moulées ne peuvent être ni mastiquées ni effacées. C'est la mémoire brute, physique de la guerre. La preuve absolue que la mort a frappé 100 fois contre ces murs d'acier, mais n'a pu les traverser. La terre a depuis longtemps englouti les casques percés et les douilles de laiton. Les racines des arbres séculaires ont enserré à jamais les galets de roulement rouillés des machines perdues. Les marais profonds ont soigneusement caché les tourelles arrachées. La nature reprend lentement ses droits. Le vent d'automne siffle doucement dans l'âme vide du canon de 76 mm. Des gouttes de pluie froide coulent lentement sur le glacis frontal incliné. Elles lavent la poussière grise de la ville sur les vieilles blessures repeintes. La place devant le monument est déserte. Le fracas assourdissant des canons, l'odeur de chair brûlée et les cris des blessés appartiennent à un passé lointain. Figée sur son piédestal de béton, la machine de 47 tonnes est absolument immobile. 75 mm de blindage trempé monolithique garde un silence de mort. Le métal est inerte. Sous le ciel gris et pesant, l'acier mouillé du char reste absolument froid.